Pour 66, contre 27. L'article premier est adopté. Nous sommes à la fin du mois d'août 2020. Le soir du 31 juillet, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi bioéthique, promis depuis 2012, et annoncé comme devant enfin ouvrir légalement la PMA, procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Alors que cette réforme doit encore être soumise à l'approbation du Sénat, elle soulève de nombreuses critiques. Jugée trop restrictive, elle ne concerne en effet que les femmes cisgenres seules ou en couple, et exclut les enfants déjà nés. De plus, elle présente de nombreux impensés voire interdits autour de certaines pratiques déjà existantes. Le Camé a interviewé Sarah Khoury, avocate spécialiste du droit de la famille, présidente de l'association ACT UP Sud-Ouest et elle-même parent d'un enfant en situation d'homoparentalité. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Du coup, moi je suis avocate depuis 5 ans, je fais beaucoup de droit de la famille et notamment des familles homoparentales. Et par ailleurs, je suis parent d'un enfant et qui est en situation d'homoparentalité. Je suis mère lesbienne. L'ouverture de la PMA, c'est pas une victoire, c'est un moindre mal. Oui, quand je disais que c'était un moindre mal et que c'était pas une victoire, c'est pas une victoire à plusieurs niveaux. Déjà, c'est parce que ça arrive bien tard et que c'est présenté comme l'autorisation de l'ouverture de l'autorisation de la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Et ce qui est une vaste fumisterie, puisqu'on ne peut pas autoriser ou interdire à des gens de procréer. C'est juste la possibilité de procréer sous conditions dans un cadre très précis et en France. Donc du coup, ça c'est la première des choses, c'est de dire bon, mais de toute façon ça vient bien trop tard puisque nos familles existent, puisqu'on conçoit déjà des enfants depuis longtemps, de différentes manières, en plus de façon médicalisée et non médicalisée. Et donc voilà, c'est pas du tout satisfaisant les délais dans lesquels ça intervient. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que le cadre légal du recours à la PMA en France est pas satisfaisant parce qu'il ne permet pas un recours rapide à la procréation. C'est-à-dire que ce qui est permis, c'est ce qui va ressortir là, c'est un modèle qui va être calqué sur les couples hétérosexuels stériles, et donc avec un parcours qui va être beaucoup plus long que pour les femmes qui ont les moyens de partir à l'étranger, ou les femmes qui le font avec l'aide d'un ami en France. Et donc ça va être des parcours qui vont pouvoir durer plusieurs mois. C'est des femmes qui vont faire face, qui vont devoir subir la pénurie de gamètes qui est actuellement dans les caisses des sécos en France. Et c'est surtout des familles qu'on va devoir concevoir que d'une certaine manière, et on n'aura plus la possibilité, si on veut une reconnaissance légale facilitée, de concevoir comme on veut, c'est-à-dire que ce sera imposé un donneur anonyme avec un anonymat imposé durant la minorité de l'enfant, un anonymat qui pourrait être levé plus tard. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas le donneur, qu'on ne choisit pas non plus un anonymat total, qu'on ne choisit pas, si l'anonymat est levé, on ne choisit pas quand. Enfin, tout ça, ça va être compliqué, ça ne répond absolument pas ni aux besoins de nos familles, et ça ne correspond absolument pas à la réalité, à la diversité de nos familles. Alors, justement, en tant qu'avocate, tu suis notamment des familles homoparentales. Ouais. Et donc tu connais bien les enjeux de ces familles-là. Quelles sont les réelles préoccupations auxquelles elles font face au quotidien et auxquelles la loi aurait pu répondre? Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis, on a vu une évolution. En gros, depuis 7 ans qu'il y a le mariage homosexuel qui est autorisé. Ce qui passe, c'est que quand même dans l'idée ambiante, il y a tout le monde qui pense que toutes les familles homoparentales ont une reconnaissance légale. Donc il n'y a plus trop, a priori, de galère sur l'appréhension des deux parents. C'est-à-dire que dès que les deux parents se présentent comme étant les deux mères des enfants, je parle des mères, parce que pour les pères c'est encore autre chose.
Quand on se présente en disant voilà, je suis la mère de cet enfant et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà la mère, les gens ne sont pas surpris, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de remise en question là-dessus, c'est assez tranquille. La réalité, elle est qu'en fait, il y a plein de familles dans lesquelles la reconnaissance de la filiation de la maternité n'est pas réelle. Légalement, elle n'y est pas. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Les conditions pour qu'il y ait les deux filiations qui soient reconnues aujourd'hui, en général, même s'il y a des exceptions qu'on peut essayer d'arriver, on a obtenu quelques jurisprudences, mais sinon ça doit être il faut passer par une adoption dans le cadre d'un couple marié. Donc il faut être marié avec la mère biologique de l'enfant. Déjà, il y en a qui ne veulent pas se marier, il y en a qui ne peuvent pas parce qu'elles sont séparées, il y en a qui sont en mauvais termes, il y en a qui... Donc il y a plein de situations dans lesquelles, en fait, la filiation de la deuxième mère n'est absolument pas reconnue. Et du coup, c'est des enfants pour lesquels on ne va pas remettre en question le fait qu'ils ont deux mères, mais qui, régulièrement, il va y avoir des problèmes qui vont se poser. Sans entrer dans les situations de séparation qui ne se passent pas bien, ça va être des difficultés pour faire valoir des congés enfants malades. Ça va être des droits CAF qui ne vont pas être reconnus, qui vont être diminués. Ça va être des passages de frontières qui vont être compliqués. Parce que légalement, on n'est rien pour l'enfant. Donc quand on passe la frontière, qu'on passe avec les papiers de l'enfant et les nôtres, c'est pas le même nom dessus. Il faut toujours une autorisation parentale. Tout ça est compliqué. C'est-à-dire, ça se passe bien, mais quand il y a un problème, c'est compliqué et on doit justifier de ces situations et se justifier tout le temps de nos filiations. Et là, je parle des enfants qui ont deux parents, qui ont deux mères. Et il y a tout un tas d'enfants dont on n'a jamais parlé dans le cadre des lois bioéthiques et qui sont souvent oubliés, qui correspondent aux premières générations d'enfants conçus dans des situations d'homoparentalité. C'est des enfants conçus dans ce qu'on appelle des coparentalités, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en couple et qui décident de faire un enfant ensemble. Et donc il y a tout un tas d'enfants qui ont deux parents qui ne sont pas ensemble, voire trois, voire quatre, c'est-à-dire deux couples de garçons, avec un couple de garçons avec un couple de filles, un homme célibataire avec un couple de filles, et voilà, ou tout simplement deux ces personnes célibataires qui font un enfant ensemble. Dès lors qu'il y a plus de deux parents, on n'a pas la reconnaissance des autres. Donc c'est des enfants qui vont passer leur temps à devoir, eux, encore se justifier sur le fait qu'ils ont plus de deux parents et que c'est effectivement leurs parents, voilà, et qui verront jamais leur filiation reconnue. Donc ça, c'est sur les problématiques générales. Et après, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont qu'en cas de séparation, ça va dépendre la situation de l'enfant et les liens vont dépendre du bon vouloir du parent biologique, le temps que le juge soit saisi et qu'il statue. Et c'est des procédures, puisque la personne n'est pas reconnue légalement comme le parent, elle ne peut pas saisir en urgence le juge. Donc c'est des procédures qui vont être très très longues, et donc des personnes qui vont mettre des fois plusieurs mois, un an, des fois 1 an et demi, avant de pouvoir passer devant un juge pour faire reconnaître les liens avec l'enfant et pouvoir forcer à une reprise des liens. La loi bioéthique, des failles, des oublis ? Alors, plein de choses. Il manque plein de choses. Il manque une réflexion générale sur qu'est-ce qu'on entend par le fait de faire famille, le fait d'être parent. Ce qui manque, c'est que cette loi ne permet pas la reconnaissance de filiations qui sont des filiations purement sociologiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est certain être parent juste parce qu'on l'a décidé, on a été reconnu en tant que tel, qu'on a conçu un enfant avec quelqu'un d'autre et qu'on est reconnu par l'enfant comme son parent, que les interactions sociales qu'on a sont des interactions filiales, purement filiales, et qu'il n'y a pas de discussion sociale là-dessus. Et ces filiations-là ne sont pas reconnues en tant que telles de cette manière-là. La loi ne l'aborde pas comme ça. La loi va aborder automatiquement la compagne de la mère biologique. C'est-à-dire que on renvoie toujours à la question, à la notion de couple, c'est-à-dire qu'un enfant doit toujours être conçu dans le cadre d'un couple, ce qui n'est pas le cas de plein d'enfants, et ce qui n'est pas le cas de plein d'enfants en situation de parentalité. Quand je parlais de la diversité de nos familles, c'est ça aussi. C'est que des fois, on décide de faire famille, pas forcément avec des personnes avec qui on est en couple.
Et c'est le cas des enfants qui ont notamment plus de 2 parents. Cette question, elle n'a même pas été abordée. Et du coup, cette loi ne le permet pas, l'envisage même pas. Donc c'est absolument insatisfaisant en ce sens. La question du statut du donneur, elle est aussi absolument pas satisfaisante, puisque on vient calquer à ce qui existe déjà et on ne reconnaît pas la réalité de nos familles aujourd'hui. C'est-à-dire que nos familles, c'est qu'il y a une partie des gens qui vont, en gros, les filles lesbiennes ou célibataires ou célibataires qui décident de concevoir un enfant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se poser la première question, c'est de savoir est-ce que je veux connaître le donneur ou pas, est-ce que je veux un père? Si je veux pas de père, c'est un donneur. Est-ce que je veux connaître ou pas connaître le donneur? Ensuite, si je ne veux pas connaître le donneur, est-ce que je veux que mon enfant puisse le connaître? Quand est-ce qu'il pourra le connaître? Et en fonction, et ensuite, est-ce que je vais pouvoir choisir des caractéristiques physique du donneur, c'est-à-dire par exemple sur un couple mixte, si la receveuse, celle qui est enceinte, est blanche et que sa compagne est noire, est-ce qu'on peut choisir d'avoir recours à un donneur noir ou pas? C'est ces choses-là. Et en fonction de toutes ces questions-là qui vont se poser, eh bien, on a la possibilité de se tourner vers différents pays, vers différentes façons de concevoir nos enfants. Et voilà. Et donc, à partir de là, les enfants naissent et on fait reconnaître la filiation. C'est absolument pas possible dans le cadre de la loi PMA telle qu'elle a été pensée. On a imaginé un donneur qui est un donneur uniquement anonyme et dont on lèvera l'anonymat à la majorité de l'enfant si l'enfant le souhaite. Donc, on ne peut pas venir avec un donneur connu si on le souhaite. Il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que les femmes qui voudront recourir à une PMA en France ou qui n'auront pas le choix parce qu'elles n'ont pas l'argent les moyens d'aller à l'étranger ou qu'elles n'ont pas d'amis qui vont aider ou qu'elles veulent pas, enfin bref, celles qui vont recourir à la PMA en France, automatiquement, elles n'auront qu'un choix, il n'y aura qu'une seule façon de faire famille. Et là où c'est pas satisfaisant, c'est que c'est hyper normatif. C'est que ça ne correspond pas aux envies forcément de toutes les familles et que ça va venir automatiquement orienter les familles homoparentales de la même manière que le mariage en posant cette obligation à mariage pour avoir une reconnaissance et avec le fait de passer par l'adoption, et bien on se retrouve aujourd'hui avec les 3/4 des familles homoparentales qui sont des familles composées de couples mariés. C'est hyper normatif. C'était pas un choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté matrimoniale pour les lesbiennes qui décident de faire des enfants. Il y a une obligation à mariage pour l'instant. Donc il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que cette loi-là, elle n'est pas progressiste dans le sens où elle ne vient pas permettre de faire famille, elle ne vient pas sécuriser toutes les façons de faire famille comme on les fait jusqu'à présent, et elle va venir normer, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent ou pour X raison tu pars pas à l'étranger ou quoi, bah, tu te retrouves à concevoir d'une certaine manière et tu vas... si ça ne te convient pas, tu vas subir le fait que le donneur ne sera pas connu, tu vas subir le fait que ton enfant puisse lever l'anonymat s'il le souhaite un jour avec tout le poids social qu'on va renvoyer sur un espèce de donneur fictif, toute la construction sociale qu'il y a autour du donneur, parce que c'est des personnes qu'on n'entend pas, qu'on entend peu, qu'on ne laisse pas parler, donc on renvoie plein de choses sur ces personnes-là, et bon voilà, donc il y a ça qui est pas du tout satisfaisant et absolument pas progressiste. La question c'était sur ce qui manquait. Donc il y a ça qui manque et qui est pas satisfaisant, c'est-à-dire à la fois c'est un manque et à la fois c'est un danger parce que ça va venir normer et nécessairement orienter nos façons de faire famille. Ça va être la première des choses. La deuxième des choses, c'est que en fait, on va pouvoir continuer à faire famille comme on le faisait jusqu'à présent. On aura toujours le choix, heureusement, puisqu'on ne va pas nous forcer à avorter des enfants qu'on aura conçus ou à les remettre à l'État. Donc là-dessus, on pourra toujours. Par contre, on n'aura pas une facilitation de la filiation. C'est-à-dire que les enfants qu'on aura conçus hors cadre, qui est le cadre légal qui a été posé là, il va falloir automatiquement passer par une adoption et donc, encore une fois, par un mariage pour pouvoir avoir une filiation reconnue. Donc on est encore dans quelque chose qui est hyper orienté et qui est assez normatif. Ça, c'est dans les choses qui sont des impensés de la loi, mais qui sont des impensés voulus. Je veux dire, c'est hyper marqué politiquement.
de ne pas penser ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient, on nous dit, regardez, voilà, ça y est, super progrès, vous pouvez concevoir des enfants. C'est n'importe quoi, c'est à côté de la plaque. Et à aucun moment, il y a eu une analyse de la réalité des familles homoparentales aujourd'hui, de nos façons de faire famille, de dire, bon, maintenant, ok, en fait, on fait famille de cette manière-là, comment il faut venir sécuriser les choses, c'est-à-dire la personne qui va donner, comment on fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas à avoir une filiation qui va lui être collée si elle ne le souhaite pas, comment on fait dans le sens inverse aussi, enfin, c'est toutes ces choses-là. Ça y est pas du tout, mais ça a été balayé, c'est-à-dire que ça n'a même pas été débattu, ça n'a pas été posé, ça n'a pas été proposé. Un autre impensé, c'est la situation des enfants qui ont été nés, qui ont été conçus avant la loi PMA. Donc ces enfants-là, s'ils n'ont pas toute leur filiation établie, il n'y a pas de solution. La seule solution qu'il y a, c'est qu'on va dire, bon, bah, écoutez, pour celles qui sont allées concevoir à l'étranger, elles pourront reconnaître les enfants dans les mêmes conditions que celles qui concevront maintenant en France. Donc ce sera une reconnaissance devant notaire avec le procureur de la République qui vérifiera que les conditions étaient bien réunies et qui ira transcrire sur les actes de naissance. C'est-à-dire qu'on a des procureurs qui vont pouvoir venir derrière mener des enquêtes pour aller dire t'as conçu comme il faut ou pas comme il faut, c'est-à-dire tu dis que t'es parti à l'étranger, t'es pas parti à l'étranger, en vrai il y a un donneur connu, il est hors de question, ça passe pas, ça va être ces choses-là et qui sont pourtant importantes. Ces reconnaissances-là, elles sont importantes pour toutes celles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se marier. Et ensuite, cette possibilité-là qui est ouverte pour la sécurisation de la filiation des enfants qui sont nés en amont, elle n'est possible que si les deux parents arrivent et vont ensemble chez le notaire. Et c'est pas satisfaisant parce qu'il y a des parents pour qui c'est pas possible parce qu'il y a une mésentente qui font qu'il n'y aura pas. Donc c'est pas satisfaisant. Une autre chose qui est pas satisfaisante, c'est que dans ces reconnaissances-là, c'est que déjà il faut passer chez le notaire, donc c'est pas gratuit. Donc ça va créer encore une situation discriminante entre celles qui auront les moyens et celles qui ne l'auront pas. Et ensuite, c'est que ça passe toujours par le prisme, à un moment donné, d'un magistrat qui là va être un procureur qui va vérifier si oui ou non les conditions étaient bien remplies. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur simple déclaration de dire voilà une situation de fait et il n'y a pas un juge qui peut mettre son nez dedans. C'est comme ça. Ce sera toujours pas possible pour ceux qui seront nés avant. Pour ceux qui vont naître après, là où c'est pas satisfaisant non plus, c'est que cette loi, et c'est bien précisé, la loi ouvre la possibilité de se tourner vers les institutions françaises pour procréer médicalement des enfants, et ce sera soit pour les couples hétérosexuels stériles, soit pour les femmes seules ou en couple, et étant précisé que c'est des femmes au sens légal du terme. Donc des personnes qui sont de sexe féminin, de genre féminin au niveau de l'état civil. Ça veut dire que ça exclut automatiquement toutes les personnes qui sont des femmes et qui ne sont pas reconnues en tant que telles à l'état civil parce qu'elles font le choix ou de pas faire valoir leur transition au niveau de l'état civil ou parce qu'elles ne l'ont pas encore fait. Et ça exclut aussi toutes les personnes qui sont porteuses d'utérus et qui ne sont pas des femmes au sens de l'état civil, qui, elles, n'ont pas droit à recourir à une PMA. Donc voilà, alors ces personnes-là, elles vont pas, elles pourront quand même concevoir des enfants, mais si elles sont en couple, ce ne sera pas dans le cas du couple, c'est-à-dire que c'est leur partenaire, si leur partenaire est une femme cisgenre, elle pourra recourir, elle, à une PMA, il n'y aura pas de souci là-dessus, et ensuite il faudra qu'ils passent par une procédure d'adoption pour aller reconnaître, faire valoir leur lien de filiation. Donc c'est absolument inadmissible. Mais ces choses-là, c'est pas une loi qui va pas assez vite. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma position et celle de plein de personnes, c'est de dire qu'à un moment donné, on a des gens qui militent, qui sont les tenants de l'hétéronorme, qui militent contre la réalité de nos existences et de nos familles, parce que ça vient trop déconstruire l'hétéronorme et
Et donc, ce qu'ils entendent par la sainte famille hétérosexuelle, c'est-à-dire la conception d'un enfant dans le cadre d'un couple marié, parce que ça permet d'avoir la certitude que l'enfant il est rattaché à l'homme avec qui la femme est censée avoir exclusivement des rapports sexuels. Et c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que quand il y a des révisions de loi bioéthique comme ça, on va nous dire tout d'un coup, ben, regardez, il y a une grande avancée, maintenant vous pouvez concevoir. Et puis, il y a tout un tas de lobbies qui vont se battre pour dire, attendez, oh, pas n'importe comment. Donc c'est à la limite, puisqu'on n'a pas le choix, ok, mais les femmes, attention, et donc là, il y a ces lobbies qui sont aussi transphobes, qui vont se battre pour faire en sorte que toutes les personnes trans soient exclues de cette loi-là. C'est les mêmes qui s'étaient battus avant en disant famille homoparentale, pas de souci, par contre dans un cadre de couple marié. Et par contre, ça doit être une adoption. Voilà, c'est tout ça qui est pas satisfaisant. Ce qui est dangereux, c'est que du coup, avec tout ce qu'ils arrivent, tous les amendements qu'ils arrivent à passer, toutes les orientations qu'ils font sur cette loi, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de beaucoup amender d'ailleurs, parce que de toute façon, la proposition de loi en elle-même, elle était déjà hyper insatisfaisante. Mais le danger, c'est que ça vient normer. C'est-à-dire, c'est comment petit à petit, ils font en sorte de casser la diversité de nos familles et d'orienter pour que nécessairement on conçoive des enfants d'une certaine manière et que nos parentalités existent que dans un certain cadre. Et donc c'est en ce sens que cette loi, elle est ni satisfaisante, voire peut être dangereuse par endroits. Enfin, en tout cas, on pourrait considérer, moi je considère qu'elle peut être dangereuse pour nos communautés. La couverture médiatique de la loi bioéthique. Alors, honnêtement, moi et d'autres, on avait vachement peur de revivre ce qu'on a vécu en 2012, c'est-à-dire le fait que nos existences soient hyper débattues médiatiquement. Ça n'a pas été le cas trop. Je pense que c'était vraiment circonstanciel, c'était dû au gros mouvement social qu'il y a eu sur les débuts de la loi, qui n'avait rien à voir et qui prenait de l'espace médiatique et de l'espace dans les discussions, un peu, en tout cas de l'espace social, et c'était très bien. Et que c'est la question du Covid aussi qui a joué là-dessus. Mais donc finalement, il n'y a pas eu tant que ça, mais il y a eu quand même. C'est-à-dire que le ressenti, c'est qu'à chaque fois, en fait, la parole des personnes concernées, elle est complètement évacuée. C'est-à-dire la réalité de nos familles, elle ressort pas, elle n'est pas discutée. On va prendre quelques cas, on va dire, voilà, Micheline se bat depuis 10 ans pour la reconnaissance de sa filiation, mais ça ne va jamais être posé en termes d'enjeux politiques et sociétaux. Donc, et ça, il n'y a pas eu. Alors après, j'ai été étonnée, il y a quand même quelques articles qui sont sortis qui le posaient un peu, y compris dans des médias un peu, dans des mass médias. Moi, j'ai fait une interview pour France 3 où ils ont hyper respecté mes positionnements et ce que j'ai dit, et c'est quasiment tout est ressorti. Donc il y a eu des choses un petit peu comme ça. Mais dans le traitement médiatique, il y a encore eu un débat là-dessus, et à aucun moment s'est posé le fait que, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, on débat sur la possibilité ou non que les familles homoparentales existent. C'est-à-dire qu'au moment on pose le truc de dire, en fait, on a un fait social qui est réel, qui est celui-là. Il y a plein d'enfants qui sont conçus à l'étranger, ou qui sont conçus en dehors de cadres médicaux, mais par insémination, donc sans rapport sexuel, et dans des situations d'homoparentalité, et pas que. Alors évidemment, c'est beaucoup famille homoparentale, mais pas que. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça? Quelles sont ces réalités? Quels sont les besoins de ces personnes-là? Comment on fait? Est-ce que tout le monde y a accès ou pas? Ou est-ce que c'est discriminant parce qu'il faut avoir un peu d'argent pour y aller? Est-ce que c'est pour y avoir recours? Est-ce que ça veut dire que celles qui ne font pas le choix de partir à l'étranger, mais qui font le choix de passer par un ami, est-ce que c'est pour des raisons pécuniaires ou pas? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Ça, à aucun moment, ça a été posé. En fait, ou très très peu. Mais parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. En fait, cette loi, elle est juste opportune pour, à un moment donné, pour le gouvernement et pour Macron, pour dire c'est la grande loi progrès social du moment. Au moment où ils viennent tout casser, voilà, c'est une loi qui, nous, pour nos communautés, c'est pas une avancée, au contraire, c'est une loi qui va venir encore plus normer
et qui va venir encore plus dire, en fait, qui va nous faire rentrer dans des nouveaux parcours du combattant. C'est-à-dire, le bon, on concevait plus facilement, là, c'est maintenant, tu veux être tranquille après, tu vas te taper un parcours un peu long pour pouvoir avoir accédé à la conception. T'as conçu hors cadre, maintenant, ouais, t'étonnes pas de pas être protégé tout de suite. Voilà. Donc c'est un peu ça ma position par rapport au cadre médiatique, quoi. Après, voilà, on a la Manif pour tous qui continue à essayer d'exister. J'ai l'impression que c'est un peu le champ du cygne pour eux. Ils peuvent disparaître, c'est pas un problème. L'hétéronorme, elle est toujours là et il y a toujours et elle a toujours des combattants, quoi. Et ils sont partout, ils sont y compris à l'Assemblée nationale et y compris dans les personnes qui se positionnent comme nos alliés. Et c'est ça qui est embêtant et qui est dangereux. Alors après, voilà, moi je fais partie des personnes concernées qui auraient pu peser un peu plus dans les préparations des lois, de cette loi-là. J'ai fait le choix de pas y être, de pas peser plus. Ça a été des grosses discussions qu'on a eues au niveau associatif pour savoir quoi, comment, dans quel cadre. Il y a eu en plus différentes tendances chez nous. Il y a eu Irène Théry, la sociologue, qui elle était sur un truc de dire c'est quand même pas anodin, donc il faut faire gaffe, et qui elle était sur un truc de dire qui pourtant est une alliée et qui se positionnait comme une alliée, mais qui disait il faut quand même qu'il y ait une référence au mode de conception sur les actes de naissance des enfants. Donc ça a été un point de divergence. Voilà. Après, les points de divergence qu'il y a et qu'il y aura et qu'il va falloir travailler et que cette loi ne règle pas, bien au contraire, c'est vraiment la question de la libre disposition du corps, de la GPA, et on a vu, il y a encore les deux grands camps, les personnes abolitionnistes qui vont être abolitionnistes, qui vont être anti-GPA aussi, au point du coup de même pas venir discuter, mais avec les mêmes positions, c'est-à-dire dire non, c'est pas possible, oui, mais sauf que ça existe, de la même manière que la prostitution, ça existe, non, c'est pas possible, c'est pas... Bon, voilà, toutes les femmes sont des femmes exploitées, asservies, machin. C'est la même chose sur la GPA. Tout ça, c'est pas posé, c'est pas pensé. On a plein d'enfants qui sont nés de GPA. Il y en a plein qui sont en plus, les 3/4 sont conçus dans des familles hétéroparentales. Mais cette loi-là n'y répond pas, voire au contraire, elle fait reculer. C'est-à-dire, elle dit d'un côté, on vous donne la PMA. Et de l'autre, pour ceux qui ont recours à la GPA, en fait, ce que vous avez gagné au tribunal, on vous le retire parce qu'on avait obtenu des avancées sur les reconnaissances des filiations de ces enfants-là. On nous dit, finalement, non, ces enfants-là, il faudra passer par une adoption. Alors qu'on avait gagné que ça passe pas par une adoption, on a gagné de faire valoir les actes de naissance qui étaient dressés à l'étranger. Et donc cette loi dit non, vient casser des jurisprudences qu'on avait obtenues à la Cour de cassation, pour dire la Cour de cassation a fait n'importe quoi, absolument pas. Non, c'est le biologique qui prime, et quand on est pendant du biologique, ça passe automatiquement par une adoption, par un mariage, voilà. Donc pour dire un peu ce qui s'est joué au niveau des débats et comment ça a été aussi de faire passer ça, je pense, la façon dont ça a été débattu dans les médias, de faire passer la PMA comme une grande avancée. Et pour dire attention, c'est pas parce qu'on met le doigt sur un peu dans la PMA qu'on va aller derrière sur la GPA, ce qui est absolument faux. Évidemment qu'on va aller dessus, ces enfants ils existent, ils continuent à être conçus, on va y aller de plus en plus, et donc à un moment donné, soit on se pose la question et on voit, et on regarde les pays dans lesquels ça existe, on voit comment c'est fait, et soit on fait pas, puis ça va continuer à se passer à l'étranger, et avec ceux qui ont les moyens, qui ont vers des GPA qui sont plus éthiques que d'autres, quoi. Donc voilà. D'accord. Et du coup, comment, selon toi, se positionne la France par rapport aux autres pays européens quant aux questions LGBTI ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle serait plutôt en avance, en retard ? Est-ce que tu penses que cette loi permet donc une avancée, ou est-ce que c'est plutôt un constat assez négatif ? Alors, c'est entre deux, c'est-à-dire que le positionnement de la France, au niveau européen par exemple, on va avoir des pays qui vont être dans lesquels il va y avoir un catholicisme assez important, pour lesquels il va y avoir vachement plus d'avancées. Le Portugal par exemple, la PMA elle a été avant l'IVG, c'est-à-dire où ça passe
plus il y a une empreinte religieuse importante, plus on va facilement faire des enfants. Et plus facilement on va dire ouais, non, mais ces enfants il va bien falloir qu'ils aient 2 parents. Donc même la GPA va passer dans ces pays-là, ça va être du coup il va y avoir des avancées. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a des avancées dans ces pays-là, évidemment que les droits des femmes et les droits des personnes LGBT reculent. Enfin en tout cas les droits des femmes reculent, c'est-à-dire que c'est toujours la chose où on existe, on est protégé, mais en tant que personne potentiellement procréatrice et en tant que parent. Donc on ne va pas être dès lors qu'on ne choisit pas le choix d'être parent, mais le fait de se sentir une famille avec son compagnon, sa compagne ne va pas être forcément reconnu. Le fait de... Bon, voilà. Ou d'avoir des liens avec des enfants sans être des liens de filiation, voilà, on ne va pas nous reconnaître ces liens-là. Ça ne va pas y être. Du coup, c'est-à-dire que la France est vachement en recul par rapport à plein de pays où ça y était depuis avant et où du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que comme il y a eu des avancées légales en amont, la question de l'existence de ces enfants, de nos familles, elle se pose même plus en fait dans ces pays-là. Et du coup, presque, on va renvoyer, ça va être de l'intime, le fait de savoir, ça va être de la cuisine interne familiale, le fait de savoir comment on a conçu l'enfant, est-ce que tout le monde a les bons papiers ou pas. Donc la France, au moment où là, il passe cette loi, on est hyper en retard. On est hyper en retard. Donc c'est pas du tout une avancée. Là où ça va l'être par rapport à d'autres pays, c'est qu'a priori, ça va être OK pour les enfants qui vont être conçus après dans un cadre hyper normé. On va pouvoir avoir des filiations reconnues en dehors du mariage. C'est la petite avancée qu'il y a. C'est le fait de sortir de cette obligation à mariage pour nos familles, qui va être une galère parce que je pense que les 3/4 des familles vont pas pouvoir entrer dans le cadre des procréations en France, donc vont devoir se débrouiller autrement. Légalement, ils vont encore passer par le mariage, mais en tout cas, dans l'état d'esprit des gens, les familles homoparentales ne seront pas nécessairement composées d'un couple marié et d'un enfant. Donc ça va faire que c'est peut-être un petit peu en avance par rapport à d'autres pays. Après, non, pour moi, la France, juridiquement, il y a un vrai problème qui est que tout ce qui viendrait mettre en danger l'hétéronorme n'est même pas discuté. Là où ça va être discuté ailleurs, c'est-à-dire que dès lors que c'est pas débattu, ça n'existe pas, c'est un déni total. Donc c'est un recul total et tout ce qui n'existe pas est discriminé. Est discriminé, est mis en danger, et voilà. Les conséquences sur les enfants. Alors concrètement, tous ces enfants-là, effectivement, toutes les filiations qui n'ont pas été reconnues durant la minorité des enfants sera possible à leur majorité. Là-dessus, il n'y aura pas de souci, même si la loi bouge pas très bien, tout ce sera bon. Alors, à voir, est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas, puisque c'est quand même récent que des personnes revendiquent le fait d'être des familles homoparentales. Ça existait, mais ce n'était pas revendiqué en tant que tel. Donc du coup, est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? On va voir, on peut imaginer. On est là-dessus, on est sur cette idée-là. Au niveau des enfants, en fait, les retours qu'on a un peu, là je parle bien des situations des familles homoparentales. Parce que tous les retours qu'on a des enfants conçus par PMA, c'est complètement obsolète, parce que c'est sur les enfants qui ont été conçus dans des familles hétéroparentales, les 3/4 ne disent pas qu'il y a eu recours à PMA et au don, donc il y a une espèce d'énorme secret de famille qui peut ressortir sur les moments de séparation et tout ça. Et du coup, les enfants qui vont être en recherche ou qui vont dire que pour eux ça a été compliqué, tout ça, c'est parce qu'il y a cette espèce de secret qui renvoie au fait que c'était un peu honteux de recourir à ça. Donc toutes les études qu'il y a eu jusqu'à présent sur les enfants issus de la PMA sont obsolètes, en tout cas on ne peut pas les projeter sur les enfants nés dans les familles homoparentales. Il y a quelques études, on attend les premiers résultats, c'est pas trop. Ce qu'on voit, c'est que, alors par exemple, pour les adoptions des enfants, ce qui existe là pour l'instant, chaque tribunal a ses propres pratiques. Le tribunal doit vérifier que l'adoption elle est bien dans l'intérêt de l'enfant. Dans les textes, c'est ça. Donc il y a des tribunaux qui ne se posent pas de questions, qui ne s'embêtent pas, ils reçoivent les dossiers et hop, ils prononcent les adoptions à la simple lecture des dossiers. Il y en a d'autres qui décident de convoquer les enfants, il y en a qui convoquent les enfants à partir d'un certain âge, et d'autres qui les convoquent systématiquement.
Ça dépend des endroits. Alors moi, sur ma pratique professionnelle, j'exerce essentiellement à Toulouse, et à Toulouse, ils convoquent les enfants, quel que soit leur âge. Donc jusqu'à 5 ans à peu près, c'est l'école des fans. Donc c'est vraiment l'enfant qui arrive, le juge qui dit alors tu sais pourquoi tu es là, et tu es content, et c'est ta maman, et donc l'enfant répond que des choses à côté de la plaque, en disant il est beau ton stylo, tu me le prêtes, c'est l'école des fans pure. Et ça passe à peu près avec les mères qui sont hyper tendues souvent, parce qu'on va leur poser des questions complètement à côté de la plaque, du genre alors est-ce qu'il y a un père, est-ce qu'il y a un référent paternel, est-ce que voilà, c'est des choses qui sont donc ça, elles vont être vachement tendues, parce qu'en plus c'est comment répondre à ça en présence de leur enfant, hein, c'est pas chouette. Et pour les enfants plus grands, c'est vachement dur, parce que les enfants tout d'un coup ils se rendent compte que ils sont pas tous au courant qu'il n'y a pas forcément les bons papiers, et tout d'un coup ils doivent s'expliquer sur des situations qui sont hyper évidentes pour eux, et où ils doivent dire s'ils sont contents ou pas qu'une des deux est leur mère. Et où ça leur envoie le fait qu'ils portent eux le poids de il faut pas se planter sur les réponses, parce que quand même il y a les papiers qui sont à la clé derrière, quoi. Donc c'est hyper déstabilisant pour eux, et c'est quelque chose qui peut être vraiment compliqué. Récemment on a une audience où on a refusé parce qu'ils étaient grands et que les mères étaient séparées, et du coup on a dit bon, là, à un moment donné ça suffit. Elles remplissaient les conditions parce qu'elles étaient quand même mariées, et on est arrivé en disant non, ils sont pas là, parce qu'il est hors de question, en fait, ça suffit maintenant, vous avez assez de preuves, ils vont pas venir en plus devoir s'expliquer, avoir leur vie disséquée et tout ça. Le tribunal a décidé qu'il était de coutume locale, et c'était dans la culture judiciaire toulousaine, d'entendre les enfants. Et donc le seul truc qu'ils ont lâché, c'était que ok, ils ne seraient pas entendus par le tribunal, pas de souci, pour pas les perturber, pas par un juge, mais qu'ils seraient entendus par une psychologue. Et le jour de audition par une psychologue au tribunal quand même, et le jour de l'audition, donc moi j'ai accompagné la famille, je suis arrivée en amont, et je me suis rendu compte que la personne qui devait les entendre ne savait pas pourquoi elle les entendait, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu le dossier, on lui avait pas dit pourquoi. Donc elle a l'habitude de recevoir des enfants et d'entendre et de faire un rapport pour dire bon, ils vont bien, ils vont pas bien, ça se passe comme ça chez papa, ça se passe comme ça chez maman. Elle savait pas que c'était des gamins qui avaient deux mères, et elle savait pas que c'était dans le cadre d'une adoption ni rien. Donc si je l'avais pas briefé juste avant, elle aurait été complètement... voilà, ça aurait pu être compliqué. L'audition se fait en dehors des parents, donc les mères n'étaient pas présentes, et elle les a gardées pendant 1 heure, pour après rendre un rapport de 3 pages où elle explique voilà, les positionnements des enfants. Ça a été super violent évidemment pour eux, avec une grosse pression, quoi, avec un truc de... en fait, l'adoption elle a été repoussée, avec le truc, et qu'est-ce qui ressort de l'audition, c'est quoi finalement? C'est est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Bah oui, pour nous attendre, parce qu'il faut que l'adoption elle puisse être prononcée pour qu'elle puisse divorcer. Parce qu'ils ont bien intégré, parce que quand le divorce est prononcé, on ne peut plus procéder à l'adoption, donc c'est des galères de papier, où tout le monde doit rester marié, ou voilà. Donc donc non, il y a quand même un gros poids qui pèse sur nos enfants, ouais. Un gros poids. Après, c'est aussi, enfin, c'est pas une chance, parce que il y a un côté un peu lourd, mais ils sont pas dans l'hétéronorme, donc à un moment donné aussi, il y a ce truc de non, à la fois on veut les assimiler, et à la fois c'est pas possible. Et donc c'est pas possible, parce que cette société elle est hyper hétéronormée, donc ils peuvent les assimiler autant qu'ils veulent, à un moment donné ils ne rentrent pas dans les cadres. Donc, et eux c'est des cadres qu'ils n'ont pas intégrés, donc à un moment donné ils se retrouvent eux face à des aberrations, et à devoir s'expliquer, à dire mais attends quand même si voilà. Les droits des enfants une fois majeurs. Ils peuvent demander à être adoptés par le parent qui a pas été reconnu. D'accord. À leurs 18 ans, ils peuvent demander à être adoptés, ouais. Pour ça, il faut qu'il soit vivant, encore, le parent. Donc si le parent il est décédé entre-temps, il n'y a rien. Ouais. Alors, il n'y a rien pour l'instant, hein. Après, là, je vous parle de la loi, il y a quand même des jurisprudences, on se bat, on obtient pas mal de choses, pas mal de filiations, et petit à petit, on va faire casser ça. Mais de toute façon, on est vachement plus en avance au niveau des tribunaux que sur la loi. Mais parce que la loi, elle est faite pour sauver à tout prix
la famille et ses fondements, c'est-à-dire le couple parental. Qui meurt.